Il fait partie de nos consultants maison. Il est notre invité ce dimanche. Son nom, Ngouda Mboup, c'est un enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un plaisir, Monsieur Mboup, encore une fois, de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayomar, c'est moi qui vous remercie. Je suis toujours honoré et flatté de venir ici dans la maison. Je voudrais en profiter aussi pour saluer les Sénégalais qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Oui, Ngouda Mboup, l'actualité s'affole, surtout avec des sujets à enjeu. Une analyse contextuelle s'impose. D'abord, cette requête rejetée par le Conseil constitutionnel, une saisine par les députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna aux fins d'arbitrage entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Oui, saisine rejetée. Quelle analyse en faites-vous? Oui, merci Bayomar et merci d'avoir d'ailleurs commencé par cette actualité. Je voudrais d'abord dire tout simplement que en fait c'est un précédent parce que les questions d'actualité étaient rarement utilisées, sinon quasiment pas, par les députés. Bon, certainement ce qui l'explique, c'est aujourd'hui la configuration de l'Assemblée nationale. Alors, il se trouve que certains députés avaient, d'ailleurs les députés concernés, je crois, avaient écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui adresser une question d'actualité, ce que prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, concernant le contrôle de l'activité du gouvernement par les parlementaires. Il s'agit des questions écrites, des questions orales et des questions d'actualité. Il suffit de lire l'article 92. Là, il s'agit d'une question d'actualité. Oui. Parce que parmi les questions d'actualité, il y a des questions d'actualité destinées aux membres du gouvernement et des questions d'actualité destinées au gouvernement. Et le gouvernement est tenu d'y répondre. Donc chaque député peut le déposer, ou bien même un nombre de députés, quels qu'ils soient, peuvent déposer ça. L'essentiel est que c'est les conditions qui sont posées par le règlement intérieur. Pour ce qui est de la question d'actualité, adressée aux membres du gouvernement, c'est le règlement intérieur dit clairement que donc normalement ça doit être traité donc au moins une fois par semaine pendant toute la durée de la législature. Mais on n'avait pas l'habitude de voir ça. Et pourtant, l'actualité est sous Moussa Fagnas, quand même, il y avait un climat de ce genre. Oui, mais il n'y en avait pas. Mais il n'y avait pas de questions d'actualité. On avait toujours des questions écrites, des questions orales. Et ce climat-là que nous avions à l'occasion de la 13e législature, c'était juste lorsque le gouvernement initiait des projets de loi. D'ailleurs, la législature passée, donc, n'a pu faire adopter qu'une seule proposition de loi, et c'était la réforme du règlement intérieur. Mais non, il y a cette nouveauté-là, c'est-à-dire que les députés sont en train de récupérer ou bien d'utiliser les outils donc, qui leur permettent tout simplement de faire face à leur mission. Comme disait l'autre. Effectivement, parce que les députés ont d'énormes prérogatives, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui ne les exercent pas. Et ici, c'est une question qui est là. Parce que, au moins, ils auraient eu l'avantage d'avoir tenté. Effectivement, et c'est un précédent d'ailleurs d'avoir tenté et d'avoir provoqué même une décision du Conseil constitutionnel. Parce que ça va agrémenter et ça va enrichir le droit parlementaire. Et c'est ça l'intérêt, parce que la Constitution parle, n'est-ce pas, des compétences du Conseil constitutionnel. Et parmi ces compétences, la Constitution parle, n'est-ce pas, du traitement des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Avant de venir à cela, les questions d'actualité donc qui sont adressées au gouvernement, on dit que c'est une fois par mois. Et donc, du coup, quand les députés adressent la question au président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, immédiatement, donc, voilà, transmet la question au gouvernement. Mais il est question de règles à ce niveau, parce que normalement, le gouvernement et l'Assemblée nationale doivent, d'un commun accord, n'est-ce pas, organiser le travail parlementaire en ce sens. Et jusqu'à présent, l'Assemblée nationale n'a pas communiqué sur la question. Avec un agenda. Avec un agenda. Bien défini. Bien défini, bien fixé, d'un commun accord. L'autre chose, c'est que le gouvernement est tenu de répondre. Mais les députés concernés, ils ont, quand on lit la requête, c'est parce qu'ils ont senti que le gouvernement était dans l'immobilisme et que le président de l'Assemblée nationale aussi n'a pas, donc, quand même, donc, demandé au gouvernement de venir se présenter. Ils ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Et à ce niveau, le Conseil constitutionnel a des prérogatives. Mais malheureusement, ici, on a un nouveau
type de conflit de compétences que le Conseil constitutionnel n'a pas pris en compte. Et à mon avis, c'est un peu regrettable. Pourquoi? Parce que ce que l'on apprend aux étudiants de deuxième année en droit administratif, c'est très simple. Vous savez que le droit administratif est le prolongement du droit constitutionnel. C'est qu'il peut y avoir des conflits positifs et des conflits négatifs. Ce conflit, c'est un conflit négatif que le Conseil constitutionnel ne prend pas en compte. Mais normalement, le Conseil constitutionnel devait avoir l'ardiesse, le réflexe constitutionnel de se dire, écoutez, si c'est une question sans précédent qui vient d'atterrir, n'est-ce pas, sur ma table, et pour éviter ce que le doyen Favoreux appelait en 1964 le déni de justice en droit public, c'était de vider l'affaire et de permettre aux députés de ne pas perdre leurs prérogatives et de demander au gouvernement de faire le nécessaire pour pouvoir se présenter devant les députés. D'autant plus qu'on dit qu'en réalité, la question d'actualité doit se dérouler dans le mois concerné. Donc la question risquerait peut-être de ne plus avoir d'objet. Bon, tel n'est pas le cas, parce que ça concerne toujours le rapport de la Cour des comptes, et donc voilà, il y a des instances en cours, etc. Et le rapport donc a été donc transmis au ministre de la Justice, qui lui-même dit qu'il a saisi la Cour des comptes, alors que d'ailleurs il y a des ministres qui ont donc été donc directement désignés et qu'ils ne sont justiciables que devant la Haute Cour de justice. Autre chose, c'est que maintenant le Conseil constitutionnel, c'est qu'il a décidé. Mais est-ce que c'était une obligation pour le Conseil constitutionnel, justement, d'aborder dans ce sens? Oui, en réalité, les décisions du Conseil constitutionnel donc, correspondent à une nomenclature d'écriture. Il y a les visas, les motifs et le dispositif. Oui. Mais quand on regarde ce que le Conseil constitutionnel a décidé, moi, quand même, je reste sur ma faim et je ne suis pas d'accord par rapport à cette décision, et pour moi elle est critiquable. Pourquoi elle est critiquable? Parce que le Conseil ne doit pas, n'est-ce pas, regarder les pouvoirs publics, donc voilà, être dans l'immobilisme, parce qu'il a l'obligation de réguler l'activité des pouvoirs publics. Et même de la communication inter-institutions. Tout à fait. Le dialogue entre les institutions. Oui. Et que le député, s'il ne parvient plus à pouvoir attraire le gouvernement devant l'hémicycle, mais il ne reste plus rien dans ses prérogatives. Parce que c'est des types de contrôle. Il y a le contrôle information. L'information, c'est les questions d'actualité, questions orales, questions écrites. Il y a ce qu'on appelle le contrôle sanction, c'est avec la motion de censure ou la question de confiance. On a vécu la motion de censure. Et maintenant, il y a une nouvelle, n'est-ce pas, technique de contrôle que l'on appelle le contrôle évaluation. Et c'est là, d'ailleurs, ça faisait partie des 15 points que le président Macky Sall avait soumis au peuple, qu'il a adopté, c'est l'évaluation des politiques publiques. Mais jusqu'à présent aussi, l'Assemblée nationale n'a jamais utilisé cette prérogative. Donc vous voyez ce que je dis. Même les nouveaux députés, actuellement en exercice, donc avec la 4e législature, il n'y a pas encore, n'est-ce pas, de mesures d'évaluation d'une quelconque politique publique. Il faudrait que, sur ce point, que les députés puissent s'atteler à donc essayer d'évaluer un certain nombre de politiques publiques. D'ailleurs, il faudrait, et je lance un appel à ce niveau, créer des offices parlementaires, parce que ce sont les offices parlementaires qui permettent aux parlementaires de pouvoir mieux exercer ce contrôle-là. Parce que parfois, ce contrôle est technique, ça peut concerner les finances, ça peut concerner d'autres domaines techniques, ça peut concerner des questions des hydrocarbures, des questions sanitaires, etc. Il y a des institutions qui sont considérées comme des appendices un tout petit peu, mais en réalité, ils sont des fonctions qui, parfois, en réalité, ne permettent pas de compléter ce que les parlementaires pourraient faire. Je donne l'exemple de la Cour des comptes. La Cour des comptes, en réalité, conseille à la fois, assiste le Parlement et l'exécutif. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale pouvait bel et bien transmettre le rapport de la Cour des comptes au parquet de la Cour des comptes, parce que le parquet a aussi... donc en tant que pouvoir. En tant que pouvoir, parce que parmi les autorités titulaires de saisine, donc il est nommé le président de la République, le Premier ministre, donc et aussi le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, avec le phénomène majoritaire, tout le monde sait qu'il y a une fusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais le Conseil constitutionnel, ce qu'il a décidé, il me semble qu'en réalité, ce conflit devait être vidé, et dans un sens positif. Parce qu'en réalité, on ne peut pas donc dire... En tout cas, ça allait être une belle occasion, à la fois pour le gouvernement comme pour l'Assemblée nationale, c'est la redevabilité. Mais, très bien, et d'autant plus que la redevabilité est un principe donc inscrit dans le préambule de la Constitution. Dès le préambule, on parle de la transparence dans la gestion des affaires publiques, et on dit que le Sénégal se positionne comme un État de droit dans lequel il y a une opposition et donc un gouvernement qui gouverne. Maintenant, quand le Conseil constitutionnel donne des décisions en ce sens, ça peut laisser perplexe. Pourquoi? Parce que le Conseil ne veut pas prendre ses responsabilités. Et à ce niveau, je dis que le Conseil avait l'occasion non seulement d'enrichir le droit parlementaire,
parlementaire, mais au-delà de ça, en réalité, de rappeler à l'ordre le gouvernement qui peine à venir devant les députés pour pouvoir faire face à sa mission. Parce qu'aujourd'hui, si on ne débat pas de la question du rapport de la Cour des comptes, mais il sera question tout simplement d'un oubli, ou bien un rapport qui risque d'être jeté, n'est-ce pas, dans les tiroirs. Et je dis que, en fait, aujourd'hui, le gouvernement est dans l'immobilisme. La Cour des comptes a fait des recommandations, et ces recommandations, qu'en est-il des suites par rapport à leur intégration dans notre législation budgétaire, comptable et financière, et qu'en est-il aussi des sanctions disciplinaires qui doivent être prises, mais aussi qu'en est-il des sanctions pénales au-delà, n'est-ce pas, des lampistes, parce que si on compte poursuivre seulement des DAGE, mais les donneurs d'ordre, c'était des ministres. Et parmi eux, il y a des gens qui ont été nommément désignés par la Cour des comptes, qui a même demandé à ce que ces ministres-là, qu'il y ait une information judiciaire. Mais vous savez, on ne peut pas ouvrir une information judiciaire contre eux parce qu'ils ne sont pas justifiables devant les juridictions ordinaires. Et donc, il revient aux députés, s'ils le souhaitent, de les mettre en accusation en vertu de l'article 101 de la Constitution. Pour rappeler que vous suivez votre émission Objection, il est notre invité Ngouda Mboup, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, un autre sujet qui défraie la chronique, il s'agit justement de ce renvoi de l'ordonnance à la chambre criminelle dans l'affaire Sweet Beauté. Oui, l'accusé, je veux parler d'Ousmane Sonko, promet qu'il va se battre. Mais déjà, par rapport à cette ordonnance, quelle lecture en faites-vous? Voilà. D'abord, une question préalable, d'abord même préjudicielle, avant d'en arriver à votre question. Pour moi, le doyen des juges ne devait pas hériter de cette affaire. Ah oui? Oui. Pourquoi? Vous savez, le statut des magistrats, la loi organique dispose clairement qu'un magistrat ne doit pas donc prendre une position publique. Ça a été le cas? Oui, parce que lorsque, d'ailleurs, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, le dit, parce que quand le doyen des juges, en tout cas sur son compte, en tout cas identifié comme étant, donc son compte, et il ne l'a jamais contesté, et personne n'a dit le contraire, partage un article à charge contre une des parties, et que quelques mois après, le dossier tombe entre ses mains, il y a un principe général du droit et un principe, n'est-ce pas, sacro-saint en procédure pénale pour respecter les droits fondamentaux. Mais c'était avant, non? Avant qu'on ne lui confie le dossier. Oui, mais du moment qu'il a pris une position publique, oui. Il ne en devait quoi pas... ça peut ternir déjà du point de vue de la démarche et de la pratique? Le principe d'impartialité. Parce que l'impartialité, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Mais aussi le principe de la présomption d'innocence. Cela signifie tout simplement qu'en réalité, lui-même, il devait se récuser. Moi, en réalité, c'est... Mais qu'est-ce qui a empêché aussi à la c'est ce que je vais dire d'ailleurs. C'est que les avocats du leader de PASTEF devaient quand même soulever cela. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas soulevé. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas recusé, n'est-ce pas? Parce que, je donne un exemple. Dans certains pays, comme la France, par exemple, des hommes politiques, des anciens parlementaires peuvent être nommés au Conseil constitutionnel. Mais il est arrivé dans certaines situations où des hommes politiques avaient pris position dans l'hémicycle sur certaines questions. Et à un moment donné, il y a eu des saisines où des juges constitutionnels ont été recusés, et notamment par Arnaud Montebourg, dans certaines QPC. Et cette récusation-là, a été valable parce que certaines personnes, ou bien certains juges qui étaient donc concernés, ils ont donc eu de la hauteur pour se dire, écoutez, on a déjà pris position à ce niveau, donc il nous faut donc nous retirer par rapport à cette décision-là. Mais ici, les torts sont partagés parce que le juge lui-même, il devait savoir qu'il y avait cet aspect-là quand même, et que parfois le juge ne doit pas attendre à ce qu'on le recuse. C'est à lui-même de dire que bon, j'ai pris position. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures dans ce pays. Que tout le monde est soumis aux lois et règlements, et même aux lois répressives. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit les magistrats, et que ce soit tout le monde. C'est évident, ça. Et donc, quand le juge Souleymane Teliko, qui a rendu l'une des décisions les plus emblématiques dans ce pays, à la sauce même Marbury Madison dans l'affaire Wuri Diallo contre l'État du Sénégal, lorsque donc le président de la République avait gracié une personne alors que l'affaire était en instance, ce magistrat Souleymane Teliko, qui était président de l'UMS, avait parlé d'une décision de justice, la Cour de justice de la CEDEAO, et il a parlé en tant que président de l'UMS. Mais pourtant, et pour autant, il a été traduit devant le conseil de discipline. Et donc, il a reçu une sanction. Et pourtant, à côté,
les magistrats sont soumis à l'obligation de réserve. Lorsque, quand même, un magistrat donc participe, ou bien lorsque un magistrat donc partage un article à charge contre une partie, alors que l'affaire est en instance, mais c'est une faute. Et sur le numérique, on voit tout le monde qu'il y a des infractions même qui sont sanctionnées, poursuivies par le parquet contre des individus. Et je ne vois pas pourquoi, par exemple, l'IGAJ, on ne l'a pas saisi, ni le conseil de discipline. Il nous faut nous élever pour dire que l'égalité de traitement entre nos magistrats, entre nos fonctionnaires, entre nos citoyens, bref, l'égalité devant la loi doit être un principe sacro-saint et respecté. Et pour revenir à la question, donc, c'était une question préalable. Mais l'autre chose, je me disais que la chambre criminelle. Oui, le renvoi devant la chambre criminelle par ordonnance du doyen des juges m'a surpris. Pourquoi ça m'a surpris? Parce que en matière de viol, tout le monde sait que dans ce pays, il y a une jurisprudence constante. Et c'est ce qu'on appelle la règle du précédent. Et tout le monde sait qu'en droit, c'est la jurisprudence qui unifie. Et la jurisprudence de la Cour suprême, depuis 2011, a clairement dit que on ne peut pas se fonder seulement sur les déclarations de la victime pour pouvoir donc étayer, n'est-ce pas, la thèse du viol. Il faut la preuve. Il faut des preuves précises, mais palpables, réelles, parce que c'est un crime. Et le droit pénal, c'est le droit de la certitude. Est-ce que c'est pas à partir de ce moment, seul le tribunal peut trancher ce débat? Oui, mais écoutez, vous savez, on dit qu'il vaut mieux laisser des criminels en liberté plutôt que de condamner des innocents. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans toutes les grandes démocraties, dans toutes les grandes justices, lorsque quand même il y a des preuves fournies par une partie accusée et que la partie accusatrice ne parvient pas à fournir des preuves, il n'y a pas matière à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire tout simplement, le doyen des juges avait la possibilité, c'était une possibilité, de décerner une ordonnance de non-lieu. Pourquoi? Parce que ce dossier-là n'est plus un dossier secret. Ce dossier-là, son contenu, en tout cas, beaucoup d'éléments de son contenu sont connus. L'autre chose, c'est qu'en matière de viol, les déclarations de la victime sont importantes. Pourquoi? Parce que quand la victime n'est pas donc cohérente dans ses déclarations, ça peut prêter à confusion. Mais ça, il s'agit de jugement. C'est ce que je suis en train de dire. L'autre chose maintenant, c'est que le doyen des juges, c'est à lui maintenant d'instruire à charge et à décharge. Et normalement, si l'instruction à décharge, n'est-ce pas, lui donne des preuves réelles qu'en réalité, il n'y a pas matière à renvoyer à un jugement, il devait au moins décerner, n'est-ce pas, une ordonnance de non-lieu. Maintenant, si en tant que, c'est ce que je suis en train de dire, en tant que magistrat, et en tant que, n'est-ce pas, magistrat qui est donc habilité à rendre une telle décision et qui n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Il n'est soumis qu'à sa conscience. Voilà. Et sa conscience, c'est que lui, il pense qu'il doit renvoyer en jugement. Mais ce que je retiens de cette histoire et de cette affaire, c'est qu'en réalité, la justice en a pris un sacré coup. Ah oui? Oui, pourquoi? Parce que on ne peut pas, pour une affaire pareille, dire qu'on renvoie en jugement alors que l'une des parties, en tout cas, a mis sur la place publique des preuves qui le disculpent et qui, selon lui, démontrent carrément qu'il n'y a pas de viol et qu'il n'y a pas eu même de contact. Et s'il n'y a pas cette conjonction sexuelle, on ne peut pas parler même de viol jusqu'à aller même donc essayer de voir ce qu'il y a réellement. L'autre chose, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a un élément de taille très sérieux. Et je l'avais dit dans l'affaire Khalifa Sall. Et je l'avais dit ici. C'est vous-même qui m'avez invité ce jour-là. C'est on ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'un rapport secret. On ne peut pas juger quelqu'un sur la base d'un rapport secret. Si le leader de PASTEF aujourd'hui brandit un rapport secret de la gendarmerie, est-ce qu'on pourrait commencer ou mener un procès sans déclassifier un tel rapport? Je rappelle que concernant Karim Wade, il y avait un rapport qui établissait clairement en 2013 qu'il n'y avait aucun lien entre Karim Wade et Ibrahima Khalil Bourgi. Et pourtant, ce rapport a été caché. Concernant Khalifa Sall, il y a eu un rapport de l'IGE
Et jusqu'à présent, le rapport n'a pas été déclassifié. D'ailleurs, a demandé sa déclassification. Oui. Et il y a un principe général du droit. On ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'un rapport secret. Et pour que aussi quelqu'un puisse donner ses preuves, parce que quand même, c'est secret défense. Et aujourd'hui, maintenant, la personne, en matière pénale, la preuve, elle est libre. On te dit, tu peux avoir n'importe quelle preuve pour pouvoir te disculper. Parce que le droit pénal, c'est du sérieux. Ça engage l'honneur, la liberté, le patrimoine et parfois même la vie des gens. Et donc, dans ce cas de figure aussi, c'est une question préalable à régler. Et celui qui est habilité à déclassifier, donc ces rapports, c'est le président de la République. Mais d'ailleurs, ironie du sort, les lois concernant la défense nationale, c'est-à-dire la loi et le décret pris en 2020, mais sont introuvables. Moi-même, je les cherchais même dans le journal officiel, je n'ai pas trouvé. Cela signifie tout simplement que nous sommes en face d'une situation assez complexe. C'est-à-dire que ça pourrait être, en termes de jugement, devant les juges, une question préjudicielle. C'est-à-dire à régler. Est-ce que réellement on va déclassifier ce rapport de la gendarmerie? En tout cas, pour la manifestation de la vérité, on est tenu de déclassifier ce rapport. Est-ce que c'est une obligation? Parce que vous-même, vous dites que vous n'avez pas trouvé le décret en question. Mais non, il ne suffit pas qu'un décret ne soit pas trouvé pour qu'on nie son existence. Oui. La connaissance acquise. Mais il y a il y a la connaissance acquise. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, parce que moi j'ai vu par exemple des arrêtés du ministre de la Défense et des décrets du président de la République viser ces lois-là. Donc, ce sont des lois qui existent. Mais maintenant, c'est pas parce que c'est classé secret défense que, ipso facto, on doit le cacher, n'est-ce pas, aux justiciables, aux populations. Nul n'est censé ignorer la loi. Et d'autant plus que tout le monde doit savoir et connaître ce qu'est le secret défense, etc. Un de vos confrères, Pape Alé Niang, on lui a donc opposé récemment le secret défense, là où d'autres, n'est-ce pas, confrères, d'autres de vos confrères journalistes étrangers ont sorti un marché de 45 milliards classé secret défense. Il y a 2 poids 2 mesures. Et donc pourquoi y a-t-il pas, n'est-ce pas, une politique jurisprudentielle ou bien même une politique répressive en ce sens cohérent? Je ne pense pas, parce que si Pape Alé Niang a été arrêté sur cette base, c'est ce qui ont sorti cela. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que l'État du Sénégal veut ou bien voudrait, n'est-ce pas, en réalité, invoquer le secret défense à souhait. Et le secret défense ne peut être invocable ni invoqué à souhait. Il n'est pas extensible dans la mesure où nous sommes sur le terrain des droits fondamentaux. Oui, si l'objectif et la finalité, c'est d'aboutir à la vérité, oui, à quoi bon justement estampiller un document ou un autre? Tout à fait, et d'autant plus que cette affaire-là a pris en haleine le pays depuis, n'est-ce pas, quelques années, mais mieux encore, il s'agit aussi, quoi qu'on puisse dire, d'un leader politique qui a été classé 3e à l'élection présidentielle et aujourd'hui qui compte briguer la magistrature suprême, et lui-même, il a le rapport de la gendarmerie, et la règle voudrait que ce rapport soit déclassifié. Et si tant est que ce qu'on dit dans ce rapport et ce que dit le président Ousmane Sonko dans ce rapport, et si on déclassifie ce rapport, et mais qu'est-ce qui est plus... C'est la gendarmerie qui a fait l'enquête, ayant mené, n'est-ce pas, le renvoi devant le doyen des juges pour instruction. Et c'est cette même gendarmerie qui aurait, j'utilise le conditionnel, donc diligenté une enquête interne pour dire clairement qu'il y aurait complot. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a quelqu'un à qui on demande d'aller répondre à la justice face, n'est-ce pas, à des actes menés par la même institution, et pour des actes aussi menés par la même institution, il découvre, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il découvre que la gendarmerie, n'est-ce pas, a fait une enquête interne et diligentée, demandée par le haut commandant de la gendarmerie de l'époque. Oui, maintenant. À ce niveau, il y a deux choses, comme je l'ai dit. Soit, nous voulons la justice et nous la voulons dans la vérité. Et quand nous voulons la justice et que nous la voulons dans la vérité, c'est dire que nous devons respecter le droit à un procès équitable. Mais justement, il s'agit là d'un procès. On en est à l'heure du procès aujourd'hui. Ces deux parties, justement, chacune des deux pense détenir la vérité. D'où l'organisation d'un tribunal pour trancher définitivement ce débat aujourd'hui. Comment devrait-on organiser un tel procès dont l'objectif final est justement d'aboutir à la vérité? Alors, pour dire vrai, je veux dire que pour la manifestation de la vérité,
je pense que si cet objectif-là était visé au début, en tout cas, l'objectif est déjà biaisé. Pourquoi? Parce que je me rappelle, l'ancien garde des Sceaux a fait une émission au niveau de la 2S. Il disait lui-même qu'il pense qu'il... Donc voilà, il en a parlé en tout cas un tout petit peu. L'autre chose, c'est qu'entre-temps... Il en a parlé pour dire quoi? Pour être précis. Il en a parlé pour dire que réellement, lui, il penserait que, donc voilà, cette affaire-là, donc voilà, il n'y a pas viol. Alors qu'il était garde des Sceaux. Et c'était sur la 2S. L'autre chose, c'est qu'en fait, le parquet en tant que tel, et quoi qu'on puisse dire, le dossier qu'il avait versé, n'est-ce pas, pour lever l'immunité de Ousmane Sonko, on a vu, en tout cas, d'après les enquêtes qui ont été menées, qu'il y avait une confusion entre les deux Sweet Beauté. Et les filles qui étaient donc voilà dans le dossier, c'était pas, n'est-ce pas, les filles donc voilà qui étaient à Sweet Beauté. C'est-à-dire que ces images-là, donc n'étaient pas des images, n'est-ce pas, de l'institut concerné. L'autre chose, c'est que il y a une volonté manifeste de condamner une personne. Et je le dis pourquoi? Parce que dans cette affaire, la précipitation qui a eu lieu dès le départ nous montre clairement que il y avait cet objectif et cette volonté-là à coûte que coûte, juger le leader de PASTEF. En voulant violer son immunité parlementaire, en voulant coûte que coûte l'arrêter alors qu'il était sur le chemin pour répondre à la justice, alors que Idrissa Seck, Macky Sall, tous, lorsqu'ils ont été donc appelés devant la barre, ils ont parti avec leurs militants et donc et ils ont donc eu la possibilité il est aussi justiciable. Je le dis parce que tout simplement en réalité, il est justiciable certes, mais il a des droits. La libre circulation des personnes, la liberté d'aller répondre au tribunal, n'est-ce pas, c'est une liberté consacrée. Bayomar, un juge ne peut pas convoquer un justiciable et que le procureur l'arrête en cours de route. Ça, c'était déjà une violation des droits, n'est-ce pas, du magistrat instructeur. Parce que quand le juge avait convoqué le président Ousmane Sonko... Maintenant que cette affaire a évolué, maintenant qu'on en est à l'heure justement du procès, pour bientôt, dit-on. Mais alors, cette affaire, donc, de ce point de vue, mérite réflexion et enseignement à quelques mois de la présidentielle de 2024. Vous savez, on dit tout le temps qu'une élection ne se gagne pas, elle se perd. Et qu'à chaque élection présidentielle, il y a un événement qu'on essaie de soulever. La plupart du temps d'ailleurs, c'est pour ça que dans certains pays, le débat s'était posé. La justice doit-elle être en trêve judiciaire ou pas? C'était récemment à l'élection présidentielle en France. Parce que le favori, donc à quelques mois, donc avait eu des démêlés avec la justice et finalement c'est quelqu'un d'autre qui a remporté l'élection. Avec Dominique Strauss-Kahn aussi, c'était ça. Mais la justice n'est jamais en trêve. Ça, c'est la permanence de la justice. Surtout en démocratie. En démocratie. Mais par contre, si par exemple, nous étions alertes et que si les autorités de ce pays, à l'image de ce qu'a dit notre doyen, le doyen Kader Boye, avaient véritablement, n'est-ce pas, en vue, n'est-ce pas, le respect des droits fondamentaux, cette affaire-là ne devrait même pas donc dépasser l'étape de l'enquête préliminaire. Pourquoi? Parce que si on se fie sur les déclarations de la victime, moi que j'ai vu à 2 reprises, elle a tenu des propos contradictoires. Elle a déjà dit qu'elle était enceinte et par la suite elle a dit qu'elle ne l'a jamais tenue. Autre chose, la victime en tant que telle, on a vu des audios et ces audios-là, donc dans lesquels la victime dit clairement que c'est un complot. Dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn, le procureur Cyrus Vance s'est fondé sur les déclarations de la dame. Il a abandonné parce que tout simplement les déclarations n'étaient plus cohérentes. Et en matière de viol, je vous ai dit que ce ne sont pas les déclarations de la victime qui font foi, mais il faut prouver non seulement qu'il y a un acte, il y a conjonction sexuelle, mais aussi il y a des éléments de preuve réels. Et ici, à mon avis, donc en tout cas, je ne le vois pas. Par contre, pour le leader de PASTEF, il a mis sur la table des éléments de preuve devant le juge, quoi qu'on puisse dire.
Maintenant, c'est ce que j'ai dit tantôt. Comme il y a un rapport de la gendarmerie et nous voulons la justice dans la vérité, il faudrait, pour l'honneur de la gendarmerie même, c'est important, la gendarmerie c'est un grand corps d'élite. Et il faut donc voilà dire qu'en réalité, c'est un corps qui nous a valu beaucoup de succès. Et je pense que l'honneur de la gendarmerie voudrait que ce rapport-là soit déclassifié dans cette affaire. Vous savez pourquoi? Parce que soit on veut la vérité et on veut la justice, et que tout le monde puisse accéder aux éléments qui permettent soit de dire voilà ce qui s'est passé. C'était une belle opportunité quand on lui avait justement demandé d'aller effectuer le test d'ADN, il a aussi refusé. Mais dans ce cas, on se pose des questions. Bayomar, le test ADN, c'était pour voir s'il y avait conjonction sexuelle ou bien c'était pour voir si la femme était enceinte. En tout cas, s'il s'agit de la grossesse... Ça aurait pu clarifier. Oui, je suis d'accord que ça aurait tranché une bonne fois. Oui, mais je dis que tout justiciable a le droit de refuser, n'est-ce pas, de se soumettre à un test ADN. Maintenant, le juge va apprécier en fonction des éléments. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait? Mais c'est ce qu'il a fait, c'est ce que je dis. Je dis que le doyen du juge a apprécié au regard de cet acte. Mais au-delà de ça, je vais vous dire, parce que quand le doyen des juges, n'est-ce pas, a clôturé l'instruction, mais il y a des gens qui n'ont pas été auditionnés. Oui, mais ça, maintenant, le prolongement, c'est le procès. Oui, mais ces personnes-là ont été... Ces personnes, Bayomar, c'est-à-dire, nous sommes devant la justice. Nous sommes en matière pénale. Et le droit pénal, c'est du sérieux. Et j'ai dit tantôt que le droit pénal, c'est le droit de la certitude. Vous ne pouvez pas avoir deux avocats qui, dans cette affaire, ont été même à couteau tiré dans la presse. On l'a vu, on a vu le texte de Maître Gabousso avec Maître Diordiagne par rapport à ça. Rien que ces différentes déclarations et aussi les déclarations du médecin. Parce que en matière de viol, Bayomar, le certificat médical, mais il est un document important. Il y a eu des affaires récemment. Il y a eu l'affaire concernant un chroniqueur sur le net. Un artiste. Oui, je vais en venir. Et pourtant, voilà, le viol n'a pas été retenu. Il a été donc traduit devant le tribunal correctionnel. Il y a une autre affaire concernant une personnalité politique. Et le certificat médical a révélé que il y avait. Donc voilà. Donc, en tout cas, pour respecter le principe de la présomption d'innocence, parce que l'affaire est en cours, mais en tout cas, c'est sur la base de ça que la personne a été mise en détention. Aujourd'hui, maintenant, concernant l'affaire Ousmane Sonko, mais tout le monde a vu et a lu le document, donc écrit par le médecin. Lui-même, le médecin, il est sorti et il dit même qu'il faisait l'objet de tracasseries et parfois même de menaces de mort. Oui, mais alors, dans ce cas, c'est important cette étape. Vous savez que l'infraction, soit elle est prouvée matériellement, ou bien l'infraction peut être aussi prouvée par la preuve scientifique. Et en matière de viol, le document, ou bien le certificat médical, est un document important qui permet tout simplement au juge de au moins se fixer sur son intime conviction. Oui, mais alors, on est à l'heure du procès. On est à l'heure du procès. Qui doit avoir peur de ce procès? Lorsque une des parties détient autant de preuves, pourquoi ne pas aller et justement faire valoir ces éléments-là? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la justice en a pris un sacré coup. Il y a eu une confiance qui est rompue entre les justiciables et la justice de notre pays, malgré que nous avons de magistrats brillants, de magistrats aguerris, intègres. Mais par contre, tout le monde sait que c'est dans ce pays qu'on a condamné Mamadou Dia. Et que même à l'occasion, pendant le procès, le procureur lui a dit que je sais que tu n'as rien fait. Mais pourtant, il a été condamné. C'est dans ce pays que Cheikh Anta Diop a été poursuivi pour avoir fait fonctionner son parti politique. Alors que l'article 812 du COCC disait que si vous introduisez une demande
devant le ministère de l'Intérieur, auprès du ministère de l'Intérieur, au bout de 4 mois, même s'il ne vous donne pas un récépissé, vous avez la possibilité de faire fonctionner le parti. Le silence vaut acceptation. Qu'est-ce qui s'est passé? Cheikh Anta Diop a voulu faire fonctionner son parti. On l'a poursuivi au pénal. L'arrêt même est devenu un arrêt de principe. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas de juge ni de personne, mais c'est notre système judiciaire qui a des problèmes. Tout à l'heure, je vous ai dit que Khalifa Ababacar Sall avait été condamné sur la base d'un rapport secret. Ça n'existe nulle part. On ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'un rapport secret. Pour Khalifa Ababacar Sall, on a violé, n'est-ce pas, le droit à un procès équitable. La Cour de justice de la CEDEAO l'a dit, l'État du Sénégal est passé outre. Pour Karim Wade, on a violé le privilège de juridiction. La Cour de justice de la CEDEAO lui avait donné, n'est-ce pas, cette faveur en disant que si vous le jugez devant la CREI, vous risquez de violer le principe, n'est-ce pas, qui lui permet tout simplement d'être justiciable devant la haute cour de justice. Et Ousmane Sonko, s'il prend la règle du précédent, il se dit que, donc voilà, il serait très, donc voilà, donc hasardeux d'aller dans un tel procès où l'État du Sénégal fait tout pour le combattre et fait tout pour l'envoyer, n'est-ce pas, à l'abattoir, au lieu de chercher la manifestation de la vérité. Oui. Comme disait d'ailleurs Antonio Cassés, dans une affaire judiciaire, pour un gouvernement, il ne faut pas chercher à gagner. Il faut chercher à rétablir la vérité. Et cette vérité judiciaire, elle repose sur des preuves. S'il n'y a pas de preuves ou de charges suffisantes, les juges seront obligés d'acquitter ou de relaxer ou bien même de décerner un non-lieu. De votre point de vue et par rapport à la lecture de tous ces éléments, l'accusé se dit prêt à se battre. Oui, du point de vue du symbole, quelle lecture en faites-vous? Alors, Ousmane Sonko... Est-ce qu'il a les moyens? En tout cas... Est-ce qu'il a les moyens? Moi, j'aime bien la question. Hein, oui, se battre elle est intéressante. Dans un contexte comme celui-ci. Écoutez, c'est le président Abdoulaye Wade qui disait qu'un procès politique ne se gagne pas devant le prétoire. Ça se gagne dans la rue. Hein? C'est le président Abdoulaye Wade qui le disait. Et c'est le président Abdoulaye Wade qui disait que Ousmane Sonko me rappelle ma jeunesse. Et tout le monde sait que c'est pendant les années de sa jeunesse que le président Abdoulaye Wade s'est battu pour arriver à imposer le PDS dans le landerneau politique. Et aujourd'hui, cette question, ça veut dire qui incarne l'opposition populaire. Et au regard des derniers résultats et les foules qu'il a drainées autour de lui, partout où il est passé, personne ne peut nier que Ousmane Sonko aujourd'hui incarne l'opposition populaire. L'autre chose, c'est-à-dire la dynamique de son parti et la dynamique, cette machine qui a révolutionné le financement des partis politiques, avec notamment en une journée la possibilité de collecter des centaines de millions. C'est quelque chose de rare, c'est quelque chose d'inédit. 330 millions. Effectivement. A-t-on annoncé. Effectivement. Cela signifie quoi? Que c'est un leader qui est là et qui a du monde avec lui et qui a un projet et avec des jeunes surtout. Alors, maintenant, est-ce que réellement Ousmane Sonko va aller vers cette dynamique, c'est-à-dire tout simplement dire que je ne me préoccupe pas de la légalité, mais je me préoccupe de la légitimité. Ça, c'est une question. Pour et ce sera le droit à déserter le politique. Mais au-delà d'une désertion, c'est-à-dire en réalité le droit même à démissionner. Vous savez pourquoi il a démissionné? Parce que ceux qui incarnent le droit ont à un moment donné failli. Je donne l'exemple du garde des Sceaux. Parce que quand le garde des Sceaux, par exemple, dit récemment que la troisième candidature du président de la République n'est plus une affaire de droit, mais il y a de quoi s'inquiéter, Baye Omar. Ça veut dire que dans ce pays où on demande au parquet, c'est-à-dire que l'UMS avait fait des recommandations sous Souleymane Teliko pour demander à ce que les instructions à caractère individuel soient supprimées, mais quand le parquet est tout puissant et que le parquet dépend de la volonté de l'exécutif et dépend du ministre de la Justice et du garde des Sceaux nommé, mais je vous dis que si un garde des Sceaux tient de tels propos et d'autres choses... Il n'a pas dit en tant que garde des Sceaux, en tant que politique, ça dépend de quelle casquette empruntée. Mais s'il commettait une infraction en ce moment là-bas, à Rufisque, à l'occasion de la déclaration, il serait traduit devant la haute cour de justice. Un tel procès, dans un tel contexte, est-ce que cela renforce la démocratie sénégalaise ou cela peut nourrir des craintes pour l'effondrement de notre démocratie?
Si c'est un procès pour la vérité, Oui. parce que je dis tout le temps et je l'écris tout le temps, rendre la justice est un acte de piété, dit le juge Kéba Mbaye. Et que même quand on tourne la tête vérifiée, c'est pour chercher du droit. Donc nous, citoyens sénégalais, nous voulons la justice, mais dans la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a l'égalité entre les parties. Il y a l'égalité des armes. Il y a le respect des principes directeurs de la procédure pénale. Mais en tout cas, ce à quoi on nous a habitués jusqu'ici, c'est que Khalifa Sall, on a violé ses droits. Karim Wade, on a violé ses droits. Et Ousmane Sonko, on a failli violer ses droits parce que pour son immunité, on a voulu même d'ailleurs, en réalité, rapidement le convoquer. Cela signifie tout simplement que la vérité recherchée, en tout cas, les citoyens n'en sont pas convaincus. Et quand vous regardez, ou bien quand vous écoutez ce qui se dit, vous dites bien qu'en réalité, mais pourquoi ces contestations, ou bien pourquoi en réalité ces attitudes? Mais c'est très simple. Parce que les Sénégalais sont un peuple politique, un peuple mûr. Alors, Ils peuvent, oui. dans une affaire, s'ils savent bien que la justice se fera, mais ils vont regarder la justice. Mais s'ils savent que, en réalité, c'est une parodie, mais la plupart du temps, ils prennent leurs responsabilités. Je vous donne l'exemple le plus simple. Il y a eu des procès dans ce pays où des magistrats même ont quitté l'audience. Des procès dans ce pays où le procureur a été renvoyé en pleine audience. Et ça concerne un homme politique. C'est vrai, bye. Il y a eu des affaires dans lesquelles la Cour de justice de la CEDEAO nous a dit que cette personne-là que vous voulez juger, qui s'appelle Khalifa Sall par exemple, vous avez déjà violé le droit à un procès équitable. Et quand on dit ça en droit, ça veut dire qu'il n'y a plus de procès. J'avais toujours dit que l'État du Sénégal pouvait libérer Khalifa Sall et le lendemain le reconvoquer. Ça doit se passer comme ça. Alors, quelles conséquences? La conséquence immédiate, c'est que le pays est dans une tension et sous une tension qui ne devrait pas l'être. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, nous sommes un pays qui était considéré pendant longtemps comme l'iceberg de la démocratie en Afrique. L'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus. Mais par contre, nous sommes aussi un pays qui était respecté par un titre de respectabilité qui se trouve être l'état de droit. Mais la conséquence, c'est que l'état de droit est malmené au Sénégal. Et ça amène des frustrations. Illustration, Il y a des personnes qui sont très proches du pouvoir qui ont appelé au meurtre du leader de PASTEF. Ils n'ont jamais été inquiétés. Il y a des gens qui sont partis même jusqu'à dire que les 2 soldats disparus, donc voilà, ont eu à collaborer avec des personnes, c'est la raison pour laquelle, etc. Et jusqu'à ce que l'une des familles porte plainte, n'est-ce pas? Le dossier est toujours au point mort. Le président Ousmane Sonko a introduit tellement de plaintes, et récemment, il a fait l'objet d'une plainte de la part d'un ministre. L'affaire a été accélérée, et ils sont appelés à la barre le 2 février. Cela induit quoi? Cela induit que nous avons une justice qui est retenue. Le mot n'est pas fort, parce que c'est appris dans les facultés de droit, à un moment donné de l'histoire judiciaire dans certains pays, notamment en France. Et quand la justice elle est retenue, c'est parce que la justice ne peut pas faire certaines choses, et cela induit notre système judiciaire, son incapacité à pouvoir, n'est-ce pas, produire un système qui permettrait tout simplement d'avoir ce que l'on appelle ce consensus-là. Et s'il n'y a pas un consensus autour de la justice, il ne pourrait pas y avoir un consensus autour de la paix civile. Invité d'objection, lorsqu'une justice traîne beaucoup de dossiers non encore vidés, quelles conséquences cela peut entraîner du point de vue du fonctionnement démocratique? Ça va être une démocratie balafrée. Une démocratie déréglée. Récemment, l'ancien procureur de la République a été nommé à l'OFNAC. Moi, j'ai fait beaucoup d'activités avec l'OFNAC, y compris même une activité, celle de Sali, dans laquelle il y a eu la déclaration de Sali, avec les organisations de la société civile. J'étais représentant d'Africadium Center, j'en profite pour saluer le doyen Luntine, donc, qui est le président fondateur. Et on a constaté que, par exemple, beaucoup de rapports de l'OFNAC avaient été donc transmis au procureur. Et il se trouve que le procureur ne donnait même pas suite
au rapport quand il les classait. C'est-à-dire que quand il classait, il n'informait même pas l'OFNAC. En tout cas, c'est ce qui est sorti des travaux. Et pourtant, l'OFNAC est devenu la plus haute administration qui est chargée de contrôler, n'est-ce pas, la gestion publique et notamment donc la fraude, la concussion et la corruption. Mais l'OFNAC aujourd'hui a été mal servi parce que l'ancien procureur, qui d'ailleurs avait fait une conférence de presse pour dire que le président, la présidente, donc voilà, en tout cas l'OFNAC n'avait pas respecté les procédures dans une autre affaire, donc voilà, s'est retrouvé aujourd'hui à la tête de l'OFNAC. Mais mieux encore, on a abrégé le mandat d'un membre de l'OFNAC, Madame Aougué, pour ne pas le citer, et donc nommé au Conseil constitutionnel. Alors que les textes sont très clairs. Les membres de l'OFNAC, on ne peut pas abréger leur mandat par souci d'indépendance. L'autre chose, la justice. Parce que sur la justice au Sénégal, nous n'avons pas de juge des libertés et de la détention. Et le parquet, en toute puissance, arrête des gens, décerne des mandats de dépôt, et la plupart du temps, on constate que ces personnes-là sont beaucoup plus proches de l'opposition. Il y a eu, par exemple, récemment, des affaires qui ont concerné des militants de l'opposition, ils ont été arrêtés, y compris des leaders de l'opposition, des députés. Je pourrais citer Mame Diarra Fam, je pourrais citer Déthié Fall, je pourrais citer Ahmed Aïdara. Et c'était juste à l'occasion d'une manifestation où ils ont été arrêtés. Alors, oui, Ngouda Mboup, nous allons parler aussi de l'organisation des appareils politiques. En parlant d'appareils politiques, allusion justement aux coalitions de partis politiques. Est-ce que vous avez l'impression que finalement cette crise observée sur le plan politique se prolonge jusqu'au sein des coalitions? Vous avez suivi ce qui s'est passé au Parti socialiste sur la 3e candidature. L'AFP avec une de ses antennes, une antenne des SICAP, qui recommande une candidature de l'AFP à la présidentielle de 2024. Mais de ce point de vue, comment analysez-vous justement cette situation à l'intérieur des coalitions politiques? Est-ce que 2024 se joue présentement? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des coalitions qui sont des étoiles mortes et qui tentent de briller, mais qui sont mortes depuis longtemps. Par contre, il y a des coalitions émergentes. Et parce que, en fait, j'avais écrit un papier sur ça pour dire clairement qu'est-ce qu'une coalition, en fait, en réalité. Les coalitions au Sénégal naissent comme des champignons et meurent, n'est-ce pas, rapidement. Il y a une constante, c'est qu'il y a une coalition présidentielle qui est dans la durée, quand même, quoi qu'on puisse dire, Benno Bokk Yakaar. Et ça, c'est important. Mais par contre, ce qu'on est en train de vivre, c'est l'effritement de certaines coalitions. Pourquoi maintenant? Parce que dans le système politique sénégalais, la classe politique ne se renouvelle pas. Et c'est cette classe politique qui se retrouve dans les partis politiques, qui se retrouve donc dans les coalitions. Et donc, si vous voyez les coalitions qui sont en eau trouble, ou bien les coalitions qui sont donc déréglées aujourd'hui, c'est les coalitions avec les vieux partis, ou bien c'est les coalitions avec les leaders classiques. Oui, mais par exemple, le parti au pouvoir avec un président de la République aujourd'hui, qui fait face justement à tous ces soubresauts, à la fois à l'intérieur des partis politiques, mais également à l'intérieur de son propre parti, parce que le problème n'est pas tranché. Parce que le président de la République ne doit pas être candidat, et que le président de la République, dans les démarches, en tout cas dans sa démarche, dans sa démarche, il y a toute une logique, toute une volonté d'aller vers une 3e candidature. Est-il sous pression? Non, le temps joue à sa défaveur, pour la bonne et simple raison. C'est-à-dire, pour renverser une tendance électorale au Sénégal, au moins il faut 2 ans. Si nous prenons les résultats et si nous travaillons avec les chiffres, aux élections locales et aux élections législatives, c'est quasiment les mêmes chiffres qui se sont reproduits. Qu'est-ce que cela induit? Cela induit qu'il y a une perte de vitesse de la coalition présidentielle dans certaines localités et surtout au niveau des zones urbaines. Et au-delà de ça maintenant, c'est que le gouvernement a perdu là où il a le plus investi. Regardez bien. Et a gagné là où il a le moins investi. Ça signifie tout simplement, au-delà de ces aspects, les Sénégalais aussi mettent en avant d'autres aspects. Le respect de la Constitution, les valeurs démocratiques
et surtout la gouvernance. Mais surtout la gouvernance. Et la clarté même. Mais maintenant, qu'en est-il de ce contexte chargé avec justement la hausse des prix des denrées de consommation courante, mais surtout aussi la hausse de l'essence, du gasoil. Conséquence, les transporteurs sont en grève suite à l'accident de 6 kilos. Alors, finalement, le président de la République a-t-il beaucoup de leviers dans un contexte de trouble dans lequel contexte nous sommes aujourd'hui? Oui, et d'autant plus que d'ailleurs l'année est baptisée d'année sociale. Et si nous voyons donc ce que fait le gouvernement avec l'augmentation des denrées alimentaires, de certaines denrées alimentaires, ou bien avec donc l'augmentation de certains produits, en tout cas surtout les hydrocarbures, cela signifie tout simplement que l'année sociale est en train de devenir une année asociale. Avec la grève des transporteurs. Très bien, ça veut dire que des questions très complexes, mais au-delà de ça, oui, il y a d'autres questions qui sont beaucoup plus prégnantes. C'est-à-dire que la question du bouillonnement social sur des questions de tension et autres. Oui. Maintenant, le président de la République a des leviers. Nous avons des choses ici au Sénégal que l'on ignore. Et je l'ai dit récemment dans une communication à Gorée Institute. Je dis que notre identité constitutionnelle qui repose sur une démocratie de consensus, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces problèmes-là, le président de la République devait appeler son opposition et les forces vives de la nation. Il ne l'a jamais fait. Je l'ai dit au local, il ne l'a pas fait. Je l'ai dit aux législatives, il ne l'a pas fait. Et autre chose, il a le levier fiscal. Parce que pendant ces périodes difficiles, parce qu'ils se disent que le FMI, la Banque mondiale, n'est-ce pas, ne veulent plus que les États subventionnent. Mais nous ne devons pas être dépendants. Mais nous pouvons utiliser le levier fiscal dans le cadre d'un interventionnisme par pression ou par dépression. Au lieu de taxer certains produits, on peut taxer d'autres produits. Par exemple, l'alcool et autres, beaucoup plus cher. Parce que les États fonctionnent comme ça. Et en technique fiscale, je pense que c'est des techniques, des leviers sur lesquels l'État peut jouer. Maintenant, là où je parlais, c'est-à-dire par rapport à son opposition, parce qu'il faut, au-delà d'un consensus, des concertations. Et dans ces concertations-là, on ne peut pas mettre à l'écart l'opposition. Oui, mais je sens plus que le lien est trouvé. Vous avez parlé de concertation, vous avez parlé d'absence de dialogue. Et pourtant, on ne trouve pas de peine à recevoir Marine Le Pen. Et jusqu'ici, aucune information provenant justement du palais. Quelle analyse? Oui, la première analyse, c'est que j'ai été un peu déçu et j'ai eu la conscience troublée et parfois même le cœur meurtri. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que nous autres Africains, peuple africain, il y a un auteur qui s'appelle l'Amiral. Dans les années 1800, il utilisait la notion de peuple africain. On dit qu'un peuple fait son histoire, mais subit sa géographie. Nous ne sommes pas en Afrique seuls. Nous sommes avec d'autres peuples qui sont nos frères. Comme on dit en Wolof, nos nawlés. Et dans ce cadre, si le président Macky Sall doit recevoir une opposante qui a des idées extrémistes, et la plupart du temps, qui en fait un fonds de commerce politique contre les Africains. Au moins, l'État du Sénégal, par souci de transparence, parce que la transparence dans la gestion des affaires publiques est inscrite dans le préambule de la Constitution, par respect au peuple sénégalais et par respect aux Sénégalais qui sont dans la diaspora, l'État du Sénégal devait non seulement communiquer préalablement la visite, mais aussi aux sorties de la visite, faire le compte-rendu et dire les tenants et les aboutissants. Ça aurait été donc des actes qui pourraient permettre à ce que au moins les Sénégalais puissent comprendre quel est l'objet de cette visite-là. Et jusqu'ici, le président de la République n'a même pas tendu la main à son opposition, ni parlé d'elle dans ses discours. Et pourtant, il a le loisir et la possibilité de recevoir donc en catimini des opposants assez acerbes contre les Africains, nos compatriotes qui l'ont élu. Et il exerce une charge au nom de ces Sénégalais-là. Et donc, aujourd'hui, il revient aux parlementaires d'introduire une question d'actualité pour interpeller le gouvernement sur cette question-là. L'Assemblée nationale aussi, comme je l'ai dit tantôt, a sa responsabilité. Et je pense que j'ai vu Mme Aminata Touré quand même s'en dénigner et elle a parfaitement raison. Mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit jouer son rôle dans l'hémicycle. Il faut encore à nouveau attraire le gouvernement devant l'hémicycle pour qu'il puisse quand même donc se justifier sur cette question-là. En attendant qu'il se prononce sur le sens de cette audience, que peut revêtir une telle audience dans un contexte? Doit-on justement, oublier tout ce que le FN a représenté dans la conscience collective des Africains?
par rapport à l'idéologie, par rapport à l'histoire? Alors, vous me permettez, Baye, parce que sous le règne du président Macky Sall, il y a des présidents français qui se sont succédés. Il y a des hommes politiques français et étrangers qui font un ballet au palais. On a eu Tony Blair, on a eu Dominique Strauss-Kahn, on a eu Sarkozy, etc. Mais tous ces gens-là, beaucoup d'entre eux, ont quasiment, pendant tout leur magistère, insulté les Africains. Ou bien quand même donc avoir des idées contre les Africains. Et aujourd'hui, ils se permettent tout simplement de venir pour je ne sais quoi, je ne sais pas quel est l'objet, quel est le projet de leur visite. L'autre chose, c'est qu'à chaque fois, il nous revient, nous, d'exiger le respect de notre dignité, parce que la dignité est le socle de la personnalité d'un peuple. On ne peut pas accepter. En 2012, le président Hollande était ici, à l'Assemblée nationale. Il a tenu un discours. Et pourtant, il avait dit que les archives, ou bien une partie des archives nationales même, qui sont en France, allaient être rapatriées. Jusqu'à présent, l'État du Sénégal n'a pas fait de communiqué là-dessus pour nous dire qu'en est-il exactement. On nous a parlé d'un certain nombre d'objets pour les Africains, etc. Et jusqu'à présent, rien du tout. Moi, ce que je vois dans ça, c'est de l'opportunisme. De l'opportunisme parce qu'il y a du gaz et du pétrole au Sénégal. Les gens viennent ici pour négocier nos ressources, mais ils ne respectent pas le peuple sénégalais et les peuples africains. Parce qu'en Europe, ils tiennent un autre discours. Que les problèmes économiques, le problème du chômage, le banditisme, d'ailleurs, comme dit, il y a Éric Zemmour qui disait que ce sont les Sénégalais qui sont les plus grands trafiquants. L'autre chose, les personnes, certains dirigeants même occidentaux, sont les grands centres de la non-repentance, à commencer par Madame Le Pen. Alors, quand ces personnes-là viennent ici pour que notre mémoire soit lavée, effacée, mais il faudrait que le gouvernement dise aux Sénégalais, est-ce que ces questions-là ont été abordées ou pas? C'est la moindre des choses. Oui, maintenant, l'autre chose maintenant, dans le concert des nations, le Sénégal a toujours été un peuple, un pays pilote, c'est ce qu'on appelle des pays like-mind. C'est-à-dire que même pour l'adoption du statut de la Cour pénale internationale, le Sénégal faisait partie des pays, des États pilotes. Et dans ce cadre précis, nous sommes un pays tolérant. Nous pouvons accepter tout le monde. Nous pouvons recueillir tout le monde, mais à condition que les gens aussi nous respectent. On ne peut pas nous insulter et venir chez nous faire un doigt d'honneur. Parce que lorsque tout son discours se fonde sur la xénophobie et la haine et des idées extrémistes, moi j'ai été en France et je sais ce que les Sénégalais en particulier et les étrangers et les Africains en général endurent et ce qu'ils ressentent quand ils se sentent que quand même l'étranger, s'il n'est pas chez lui, c'est parce que tout simplement il est en position de faiblesse. Le Sénégal vit-il des heures sombres de son histoire? Mais bien sûr, Bayomar. Avec quelles conséquences? Avec quelles conséquences? Le traumatisme que nous avons vécu au mois de mars, qui risque de se dédoubler, avec le climat tendu, les nerfs sont tendus, avec donc des gens qui se braquent, avec un État, la plupart du temps, qui est absent, qui n'existe qu'à 20 heures à la télé. On se doit d'être inquiet avec des disparitions, des accidents où l'État donc montre des défaillances certes, mais son impuissance même à prendre des mesures, ou bien parfois à reculer, ou bien à prendre même des mesures à la hâte. Mais un Sénégal dans lequel l'horizon est sombre, où, n'est-ce pas, le bonheur a été vu récemment. J'ai parlé du bonheur social, j'ai parlé du bonheur de l'opposition, j'ai parlé du bonheur présidentiel, mais aujourd'hui, le bonheur social tant attendu, parce que l'année sociale a été donc programmée et même donc fixé comme objectif, décrété. Aujourd'hui, le Sénégal donc est donc au tournant et je pense que tout simplement il faut prier, mais aussi il faut savoir que nous sommes un peuple, un grand peuple qui a toujours su se relever dans les grands moments et dans les moments les plus difficiles. Ngouda, merci. C'est moi qui vous remercie. Pour rappeler que vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et que ça a été encore une fois un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci, c'est moi qui vous remercie et je suis toujours honoré et flatté de venir ici dans la maison. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5 et un grand bravo à l'équipe technique, à la tête Aline Badra Sossé. Au revoir.